Vous savez, quand on est investisseur, il faut toujours avoir de la trésorerie si on veut continuer son parcours. Et la banque demande de plus en plus de trésorerie, plus on avance. En général, il faut avoir... Ce qui nous intéresse pour dégager finalement de la trésorerie, c'est la partie capital net. Donc c'est cette colonne-là. Alors vous voyez, il y a des biens qui sont en négatif. Et donc là, on se retrouve avec une plus-value de 47 000 euros. De 47 000 euros de plus-value. Alors ça fait mal, ça pique. Et oui, quand on gagne de l'argent, il faut payer un peu d'impôts. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo encore différente de celle que j'ai l'habitude de faire où on est sur le terrain. Puisque je viens de faire une opération intéressante que je voulais vous partager. C'est quelque chose que je réfléchis depuis pas mal de temps et c'est quelque chose qui risque aussi de vous arriver au bout d'un certain temps parce que quand on est investisseur, au bout d'un certain moment, on commence à capitaliser et il peut y avoir un intérêt à se racheter des biens que l'on possède. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai procédé, quelle est ma stratégie, pourquoi j'ai pris cette décision et surtout vous éviter de faire des erreurs que j'ai pu faire aussi dans cette demande de financement puisque je me suis racheté pas un mais deux immeubles à moi-même. Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo, je vous dis pourquoi je l'ai fait et tout l'intérêt qu'il y a derrière ce type d'opération. C'est parti! Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur ma chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Merci à tous ceux qui like et qui commentent les vidéos parce que c'est grâce à vous que la chaîne se fait connaître de plus en plus. C'est comme ça que marche l'algorithme YouTube et c'est ce qui me donne envie aussi de vous produire du contenu de qualité, vous partager mon quotidien parce qu'au final ça demande quand même pas mal de temps et il n'y a pas meilleure récompense pour moi que de voir des likes et des commentaires et voir surtout que mon contenu puisse aider, puisse servir et puisse vous aider concrètement dans votre parcours. Donc sur cette chaîne, vous trouverez beaucoup de conseils pour investir en immobilier et également on vous montre et on vous immerge dans des projets d'investissement locatifs que nous proposons au sein du réseau Projet Locatif. Vous avez un lien en description si vous souhaitez avancer et investir en immobilier et être accompagné par des investisseurs chevronnés. On est actuellement 120 multi-investisseurs sur toute la France et on vous propose des projets d'investissement rentables clés en main, que ce soit dans des projets de colocation, location courte durée, mais principalement sur les immeubles de rapport qui sont plus notre spécialité. Si vous êtes intéressé par ce genre de service, vous avez un lien en description. Il suffit de nous mandater et vous serez en relation avec un conseiller qui pourra s'occuper de votre recherche et vous présenter des biens qui sont adaptés à votre situation. Donc qu'est-ce que le rachat à soi-même? En fait, c'est pas compliqué. C'est de se racheter à soi-même en fait des biens qu'on possède déjà. Alors vous allez me dire c'est un peu farfelu, pourquoi faire? Alors dans mon cas, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se racheter des biens que je détiens en nom propre et se les racheter dans une SCI à l'impôt sur les sociétés. Alors vous allez me dire, mais pourquoi faire ça? Alors vous allez voir, il y a pas mal de raisons sur différents points. Le premier, évidemment, que vous allez vous imaginer, et c'est tout à fait normal, c'est le point qui nous intéresse en tant qu'investisseur, c'est de générer du cash et de la trésorerie. Mais attention, c'est pas quelque chose à dire et à mettre en avant au niveau de la banque. Je vous explique ça un peu plus tard. Vous savez, quand on est investisseur, il faut toujours avoir de la trésorerie si on veut continuer son parcours. Et la banque demande de plus en plus de trésorerie, plus on avance. En général, il faut avoir au moins un an de loyer de côté. Et vous voyez, quand vous commencez à avancer, à avoir un parc un petit peu important, ça représente de suite des sommes assez importantes. Et donc, le cash, c'est le plus important. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est demandé d'une manière classique quand on veut emprunter à la banque. Ce n'était pas quelque chose d'obligatoire avant et maintenant on se rend compte que 80-90% des dossiers sont acceptés, validés que si vous mettez de l'apport finalement. Donc on se rend compte que le cash, c'est vraiment quelque chose d'important et encore plus dans cette période où on arrive de crise financière,
où celui qui va avoir de la liquidité va pouvoir aussi bénéficier des opportunités qui se présentent. Alors pour moi, s'il y a vraiment un moment où il faut avoir de l'argent disponible, c'est maintenant. Donc dans cette vidéo, je vais être totalement transparent avec vous. Je vais vous montrer une partie de mon tableau patrimonial avec certaines informations parce que j'aime bien tout dire sur cette chaîne et essayer d'être le plus transparent possible, même si c'est pas toujours évident sur internet parce que forcément il y a de plus en plus de personnes qui regardent les vidéos et effectivement c'est difficile d'être totalement transparent. Cependant, j'ai vraiment envie, moi, dans un esprit de sincérité, de vous montrer un maximum d'infos. Donc je vais vous partager une partie de mon tableau patrimonial et on va regarder ensemble quel projet choisir finalement pour dégager du cash. Alors on se retrouve derrière l'écran et effectivement, comme vous pouvez voir, donc c'est une partie des biens que je possède à titre personnel. Vous voyez une partie de mon tableau qui permet aussi de prendre des bonnes décisions parce que quand on est investisseur, on a besoin aussi de réfléchir à sa stratégie patrimoniale et c'est très important de se poser, de réfléchir à ce qu'on fait, de prendre un peu de recul, de regarder les chiffres, qu'est-ce qui se passe en détail et pouvoir éventuellement prendre des bonnes décisions. Et puis c'est comme tout en fait, ça décante au fur et à mesure, plus on regarde les tableaux et plus on se dit tiens, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Voilà. Donc là clairement, tout ça correspond à peu près à des immeubles. Évidemment, la première partie c'est ma résidence principale et ensuite ce qui nous intéresse pour dégager finalement de la trésorerie, c'est la partie capital net. Donc c'est cette colonne là. Alors vous voyez, il y a des biens qui sont en négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a des biens sur lesquels je me suis positionné et qui pour l'instant, alors moi je mets des valeurs estimatives en dessous des prix du marché pour plutôt avoir une bonne surprise si j'ai une décision à prendre. Le but c'est pas de se mentir à soi-même, mais c'est d'avoir les bons chiffres et d'avoir toujours une bonne surprise, qui peut le plus, peut le moins. Enfin, en tout cas c'est comme ça que je le vois. Même si au fond de moi, je pense que j'ai toujours bien acheté et que si je revends, je récupérerai au moins ma mise. Et on sait que quand on achète avec les frais de notaire, les frais annexes et tout ça. Normalement, ça s'absorbe, mais je suis capable, moi, de me positionner par rapport au remboursement du capital, même si je suis un petit peu en négatif. On sait très bien que même si, là, par exemple, sur ce projet, je suis à moins de 30 000 €, par rapport au remboursement du capital, en 2 ans, si vous voulez, je suis à l'équilibre financier. Donc moi, je fais jouer le temps en ma faveur, c'est surtout le passage à l'action massif qui va faire la différence, plutôt que targiverser comme ça pendant des mois et des années sur l'affaire du siècle. J'ai fait des affaires du siècle, mais j'ai fait des affaires aussi moyennes, moins bonnes, et je le reconnais, ça ne me pose pas de problème, parce que même si j'ai payé 20 ou 30 000 € de plus sur un immeuble, comme je vous l'ai dit, au bout d'1 an ou 2, le capital est amorti, et au final, j'ai fait que perdre 1 an ou 2, mais je suis surtout passé à l'action et ça se rattrapera parce que moi c'est des immeubles que je veux garder, la plupart que je veux transmettre. C'est vraiment une dynamique patrimoniale et familiale que je fais. Donc pour moi, ça ne me dérange pas trop de perdre 1 an ou 2. Voilà, j'essaie de vous immerger un peu dans ma réflexion pour que vous puissiez aussi avoir cette vision et vous faire passer à l'action. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, à part la résidence principale que je veux garder, on a plusieurs biens qui sont différentiels positifs. Donc on a par exemple ce bien qui a un différentiel de 130 000 €. Donc on pourrait se dire, c'est celui-là qu'il faut vendre, évidemment. Mais vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Et on a ces deux biens, alors ça c'est les 2 premiers immeubles, c'est finalement ceux que je vais me racheter, c'est les 2 premiers immeubles que j'ai achetés en 2013 et 2014, qui ont un capital net qui est assez intéressant. Mais voilà, au départ j'étais parti sur celui-là et finalement vous allez voir que c'est pas forcément le plus intéressant. Donc là, faites attention parce qu'il y a des chiffres un peu en négatif, en cash flow négatif. Par exemple, celui-ci, c'est parce qu'il n'est pas loué. Pour l'instant, c'est un bureau, donc je m'en sers à titre gratuit, donc il n'est pas loué. Petites choses comme ça. Mais ça m'arrive d'être, vous voyez, un petit peu en négatif et ça ne me pose pas de problème. Ça vous donne une idée du cash flow généré annuel sur quelques-uns de mes immeubles. C'est pas fou, mais à chaque fois on est en positif et ça génère quand même de la trésorerie, ça permet d'entretenir le bien, mais c'est surtout qu'on rembourse quand même du capital net, comme je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Sur cette liste de biens, on est à 15 000 € de mensualité, donc je rembourse, on va dire, par rapport au taux d'intérêt, un peu plus de 12 000, donc 150 000 € par an de capital, sachant que c'est qu'une partie des biens qui m'appartiennent. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas choisi l'immeuble qui générait le plus de trésorerie. On se retrouve directement sur le site de la SARF pour calculer
la plus-value. Voilà, si vous ne connaissez pas ce site, c'est le site officiel qu'utilisent les notaires pour calculer la plus-value. C'est très simple à utiliser et bien sûr, au moment de la revente, c'est une donnée qui est essentielle à prendre en compte, c'est combien on va payer de plus-value. Si vous ne payez pas de plus-value, c'est que vous avez fait de mauvaises affaires, mais je pense pas, si vous suivez cette chaîne, vous allez forcément faire de la plus-value. Donc, clairement, là, j'ai rentré les données justement de l'immeuble où il y avait 130 000 euros de différentiel. C'est un immeuble que j'ai acheté en 2018. Voilà, là, je revendrai, donc on est en 2022. Le prix de vente serait de 260 000 euros. C'est un immeuble que j'avais acheté 130, donc on se rend compte qu'il y a bien un différentiel de 130 000. Donc, j'avais fait quelques travaux, etc. C'est pour ça que le capital restendu était un petit peu au-dessus avec les années qui ont passé. Bref, on a une plus-value nette imposable de 120 000 euros et sans aucun abattement de durée de détention puisque effectivement ça fait moins de 5 ans, sinon on a un forfait travaux qui s'applique de 15% qui permet d'effacer un petit peu de plus-value. Mais les travaux que j'ai fait pour cet immeuble, et je suppose que c'est quelque chose que vous faites aussi, c'est tout à fait normal quand on est investisseur, quand on a un bien en nom propre, même en SCI, on le déduit fiscalement. Et donc quand on déduit les travaux fiscalement, on ne peut pas les déduire une nouvelle fois au moment du calcul de la plus-value. Si vous ne les avez pas déduits par contre fiscalement sur vos déclarations de revenus, vous allez pouvoir les réintégrer au moment de la plus-value. Mais en général, on les a déduits pendant la durée de détention. Donc ce qui est intéressant, c'est de bénéficier du taux de 15% au-delà de 5 ans de détention. Ce qui n'est pas le cas pour cet immeuble. Et donc on se retrouve avec de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet qui cartonne. Franchement, je suis vraiment très content parce que c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail sur la fiscalité immobilière. Vous regardez sur ma chaîne si vous ne l'avez pas vu. Formation en fiscalité immobilière, c'est une vidéo qui dure plus d'1 heure. Je l'ai simplifiée pour que vous compreniez tous les régimes et on quadrille les différents régimes avec un bien et on descend au fur et à mesure et vous voyez petit à petit la fiscalité suivant les différents régimes. Voilà, je suis assez fier de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. Et donc là, on se retrouve avec une plus-value de 47 000 euros. De 47 000 euros de plus-value. Alors ça fait mal, ça pique. Et oui, quand on gagne de l'argent, il faut payer un peu d'impôts. Alors je ne suis pas contre payer de l'impôt parce que j'en paye énormément. Mais l'idée, c'est de ne pas en payer trop. Donc 47 000 euros, même si on a 130 000 euros de différentiel, eh ben ça fait mal. Donc c'est pour ça que j'ai fait le calcul sur les deux autres immeubles que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, je vous en montre un, je ne vais pas faire les deux, mais celui que j'ai acheté donc en 2013, que j'ai payé 180 000 euros, et donc que je me revendrai à moi-même 260 000 euros. Ces prix-là, je les ai fixés en fonction bien sûr de la valeur du marché et en fonction des équilibres financiers. Donc c'est pareil, au moment où vous allez démarcher la banque pour vous faire refinancer le bien, je vous expliquais après dans la vidéo comment faire, mais il faut amener des éléments concrets, donc des estimations de valeur d'agence immobilière, et moi j'ai amené une estimation aussi de mon notaire. Voilà, une attestation notariale, ça a toujours plus de poids que seulement une agence immobilière. Et là, on se retrouve donc effectivement avec un abattement de 27 000 euros, 15% du prix d'acquisition, ce qui est très intéressant. Et donc, on se retrouve avec une plus-value de 12 000 euros, ce qui est beaucoup plus absorbable que 47 000 euros, quasiment 50 000 euros, ça fait très mal. Sur l'autre immeuble, je ne vous refais pas la démo. Sur l'autre immeuble, on est à un peu plus cher, on est à un peu plus de 18 000 euros de plus-value. Mais voilà, entre 18 000 et 12 000, ce qui nous fait 30 000 euros de plus-value sur les deux immeubles, c'est beaucoup plus absorbable. Sur les deux différentiels, ça représente un peu plus de 150 000 euros. On a 30 000 euros sur 150 000 euros. Vous avez compris que c'est surtout grâce à la durée de détention où ça nous permet de bénéficier d'abattement. Donc une fois qu'on a identifié ça, la question s'est posée aussi de le revendre à un autre investisseur. De se dire, bon, ok, là j'ai de l'argent à récupérer, pourquoi pas le vendre finalement à un investisseur? Et il y en a beaucoup qui font ça, je trouve ça très bien aussi. Je me suis posé la question, mais moi, comme vous avez compris, c'est une optique patrimoniale et durable, c'est quelque chose que je veux garder et que ça génère finalement des revenus par la suite et que ça profite aussi à ma famille. Finalement, c'est quelque chose que je veux conserver. Donc, je pense que j'aurais vendu à un particulier un petit peu plus cher et moi, je me suis racheté au prix, au juste prix, au prix de l'équilibre financier. Donc ça, c'est des choix personnels. Moi, je crois en l'immobilier dans le temps, je crois à l'immobilier locatif et je pense que dans le temps, c'est vraiment un vecteur d'enrichissement qui est fou et donc je souhaite conserver, je suis quand même attaché un petit peu émotionnellement, mais surtout financièrement à mes biens.
Donc maintenant qu'on a dit ça, eh ben, il faut trouver une banque. Donc qui voir pour faire cette opération? C'est des opérations un petit peu délicates. Je sais que les banques n'aiment pas trop ça. Donc je suis allé voir tout simplement ma banque qui m'a financé ces projets pour leur présenter finalement le projet de rachat. Alors ça ne s'est pas fait tout à fait comme ça, c'est-à-dire que lors d'un rendez-vous bancaire classique, j'ai essayé de glisser, de tâter le terrain pour voir un petit peu quelle était la sensibilité de la banque par rapport à ces sujets, parce qu'il y a assez peu de banques qui acceptent comme ça de faire des rachats. Et donc je lui ai expliqué clairement que moi j'avais besoin de dégager de la trésorerie et que j'aurais aimé voilà, faire un rachat dans le cadre d'une SCI, tout ça. Et là clairement, voilà, c'est clairement l'erreur à pas faire. Le mot se dégager de la trésorerie, la banque évidemment elle n'est pas là, et elle m'a répondu clairement, n'est pas là pour vous générer du cash, vous générer de la trésorerie. On est là pour vous accompagner dans une optique financière globale patrimoniale, mais pas là pour vous générer de l'argent. Et effectivement, c'est exactement pareil quand vous faites un différé, quand vous faites des travaux, vous avez des différés de financement, de prêt. Et effectivement, l'argument quand vous demandez un différé, surtout, il ne faut surtout pas dire que vous êtes là pour générer de l'argent, pour vous faire de la trésorerie. Vous faites un différé parce que vous avez des travaux, vous avez besoin de souplesse pour avoir le temps de bien faire les travaux, de bien suivre, de mettre en place les locataires, mais surtout pas de vous générer du cash. Voilà, donc il faut comprendre en fait le discours de la banque pour l'adapter et parler le langage en fait du banquier tout simplement. Alors ensuite, je suis revenu voir du coup la banque avec un dossier beaucoup plus complet pour voir un petit peu son approche. Et là, j'ai pris un rendez-vous et j'ai présenté mon projet sous différents angles qui étaient beaucoup plus adaptés et appropriés finalement. Donc, avec mon avocat en droit fiscal, je vous conseille d'avoir un avocat en droit fiscal, c'est vraiment top. Quand vous en avez un bon, c'est vraiment un bon appui pour développer son patrimoine. On a monté un dossier aussi, des justificatifs de rachat dans le cadre d'une SCI à l'impôt sur les sociétés sous différents aspects. Le premier, c'est l'aspect fiscal, parce que c'est des immeubles que je détiens depuis longtemps, en nom propre, et effectivement, j'ai plus trop de déductions fiscales, donc effectivement, au bout d'un moment, la fiscalité va arriver. Donc, premier aspect, l'aspect fiscal. Deuxième aspect, l'aspect patrimonial. On donne plus facilement des parts de SCI à un enfant que des pourcentages de biens. Les pourcentages de biens, il faut passer chez le notaire. Les parts, ça peut se transmettre assez facilement, et évidemment, moi j'ai bientôt 40 ans et on commence à penser à la transmission de la nue propriété. Pour ça, je peux vous faire un petit exemple assez simple. Comment donner 1 million d'euros à ses enfants sans payer de droits de succession? Petite démonstration en chiffres concrètes. Donc il y a deux parents qui possèdent un immeuble à 1 million d'euros. Cet immeuble à 1 million d'euros, on va le démembrer entre la nue propriété et l'usufruit. La nue propriété à 45 ans ne représente que 40%. Donc 40% d'1 million d'euros représente 400 000 euros. Donc chaque parent possède bien chacun 200 000 euros en nue propriété de cet immeuble. L'usufruit représente 60% à 45 ans. Et donc ces deux parents ont deux enfants et chacun va pouvoir donner 100 000 euros à chaque enfant. Donc chacun a 200 000 euros de nue propriété et sans droit de succession. Et à leur décès, les enfants récupéreront l'usufruit, eux gardent l'usufruit, sans payer aucune taxe. Voilà, petite démonstration, c'est gratuit, c'est cadeau, ça vaut un like. Et bien sûr, le troisième aspect, mais que je n'ai pas du tout avancé au niveau de la banque, c'est l'aspect financier finalement, qui va me générer de la trésorerie. Donc la banque est revenue me voir assez longtemps plus tard, puisque finalement le directeur devait avoir la main sur le dossier, et puis il s'avère que finalement il n'avait pas la main. Comme c'est souvent le cas, faites très attention à ça, tant que vous n'avez pas les offres dans la main signées, c'est pour ça que je ne voulais pas vous faire la vidéo avant. Rien n'est joué, rien n'est fait. Même si c'est le directeur, bon, en général, quand c'est les responsables d'agence qui ont la délégation, c'est quand même plus sûr. Mais là, entre autres, encore une fois, malheureusement, il n'avait plus la main. Donc, il a dû représenter le dossier plusieurs fois au comité. Il s'est bien battu. Donc, un like pour lui, ça vaut le coup aussi. Donc, effectivement, là, on a réussi à obtenir le financement. Et également aussi parce que c'est une SCI. Vous savez qu'en ce moment, on est dans des restrictions bancaires avec des taux d'endettement et des taux d'usure qui
qui bloquent les situations. Et là, finalement, en SCI, on sort de ce cadre-là, dans cette banque-là. Ça ne veut pas dire que ça marche pour toutes les banques, mais effectivement, si vous avez des dossiers qui bloquent un peu, présentez-les en SCI, ça passera beaucoup plus facilement. Il faut savoir que la SCI, l'impôt sur le revenu, elle est transparente fiscalement, donc c'est exactement comme si vous déteniez le bien en nom propre, en location nue, c'est exactement la même chose. Donc voilà, en tout cas, il faut toujours jouer avec les nouvelles règles et s'adapter aux situations actuelles. Donc elle est revenue avec une proposition à me faire. Le refinancement est d'accord dans certaines conditions. Donc ce qu'ils m'ont proposé, c'est tout simplement de me racheter effectivement les 2 immeubles au prix que j'ai souhaité. Je vais vous montrer ce que ça donne financièrement, mais effectivement que j'amène moi par contre les frais de notaire, les frais de dossier et les frais d'hypothèque en apport, et quelques conditions en contrepartie. Donc les autres conditions, ça a été également, puisqu'ils ne sont pas bêtes, ils ont compris que ça allait me générer de la trésorerie, de placer une partie de cette trésorerie, donc eux ils ont estimé à peu près 50% de cette trésorerie en assurance vie chez eux, dont une petite partie en nantissement. Le nantissement, si vous ne connaissez pas, c'est de l'argent qui est bloqué pendant une durée déterminée. Donc là, c'est un nantissement par contre jusqu'à la fin d'épuisement du crédit, mais j'ai déjà fait des nantissements, donc des blocages de sommes à des durées limitées, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça m'est déjà arrivé. Donc moi j'avais sollicité un emprunt bien sûr à 110% de la totalité. Encore une fois, vous voyez qu'il faut mettre de l'apport. J'avais demandé 20 ans, on m'a obtenu 18 ans. Il faut savoir aussi s'adapter aux situations. Voilà, donc ça c'est l'immeuble à 260 000 € que j'ai acheté en 2013. Voilà, où il y a 4 appartements F3 avec garage, des petits parkings devant. Donc j'ai rénové 2 appartements. J'ai fait faire aussi également le double vitrage. J'ai fait poser bien sûr des volets. Alors ça c'était des persiennes que j'avais mis à l'époque parce que ça coûtait vraiment pas cher. Pour tout l'immeuble, je crois que j'en avais eu pour 2500 €, donc c'était vraiment très accessible. C'est pas de grande qualité, mais enfin ma foi, ça a bien vieilli, ça n'a pas bougé. J'avais fait repeindre aussi les portes de garage. Alors je vous conseille pas de faire du gris sur côté soleil hein, parce que ça se ternit. Et là, comme on peut voir, bon, la façade a besoin d'un petit coup de rouleau. Donc voilà, une entreprise est commandée pour passer un petit coup de rouleau sur la partie balcon. Voilà, et donc ça c'est l'immeuble à 235 000 €, donc que je me rachète avec 3 appartements. Il y a un appartement F3 au rez-de-chaussée et 2 F4. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des garages et des jardins sur la partie arrière, ce qui est assez rare sur un immeuble. Donc là, cet immeuble par contre est entièrement rénové, même la toiture a été refaite. Alors visuellement, je vous l'accorde, c'est pas le plus beau des immeubles, mais pourtant ça se loue très bien, les apparts sont bien rénovés, l'immeuble n'est pas trop mal placé, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc dès qu'on a des produits de qualité à proposer, comme à chaque fois, ça fonctionne très bien. Alors concrètement, en chiffres, ça donne quoi? Premier immeuble à 260 000 € de rachat, CRD, donc c'est le capital restant dû à la banque, qui est de 153 000 €. Donc on a un différentiel brut de 107 000 € à récupérer. On va déduire un peu de plus-value, on va déduire des frais annexes, comme je vous ai dit, les frais de dossier, les frais d'hypothèque et surtout les frais de notaire. Il nous reste 72 000 € net, tout frais déduits. Ensuite, pour le deuxième immeuble, en prix de rachat 235 000, capital restant dû 126 000, on a un différentiel de 109 000. Et comme on peut voir, il faut déduire bien sûr un peu de plus-value et encore une fois les frais annexes. Donc on a 70 000 € de reste. Et donc ça nous fait un total de 142 000 € net à récupérer pour cette opération, ce qui est plutôt intéressant. Et donc la négociation, c'est que je vais devoir placer 60 000 € en assurance vie. Franchement, ça ne me pose pas de problème, hein, c'est pas... Et donc, effectivement, à l'intérieur, 20 000 € qui seront nantis. Et donc, j'aurai 82 000 € de disponibles sur cette opération. Et les 40 000 €, bien sûr, qui sont placés en assurance vie non nantis, seront également disponibles si besoin. Mais bon, l'idée, c'est, une fois qu'on place en assurance vie, c'est de le laisser le plus longtemps possible.
Alors oui, l'assurance vie, ça ne rapporte rien, mais oui, ça donne de la puissance et du crédit au banquier qui sera plus à même à nous faire des financements. J'ai pris plein de produits et m'a fait ouvrir un PER. Voilà, là, ils m'ont demandé d'ouvrir un livret pour les enfants. J'ai pris, prenez les produits et les services à la banque parce que il faut qu'ils gagnent de l'argent sur du service annexe, puisqu'avec le crédit, effectivement, ils ont de moins en moins de revenus. Bien que les taux remontent, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier des taux d'il y a 4-5 mois au moment du montage du dossier. Donc là, effectivement, j'ai des taux à 1,30. Donc évidemment, si vous voyez cette vidéo, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre. Mais mon dossier a pu passer comme ça, puisqu'il a été monté déjà il y a 4-5 mois. Donc ça, c'est vraiment cool. Autre chose que j'ai aussi demandé, c'est les indemnités de remboursement anticipé à 0. Donc il n'y a eu aucun problème pour ça, puisque c'est un refinancement dans la même banque. Mais attention, si vous faites un rachat dans une autre banque concurrente, il faudra déduire également les indemnités de remboursement anticipé qui sont soit de 3%, soit de 6 mois d'intérêt. Voilà. Et de suite, sur des montants comme ça peut représenter des sommes importantes. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, allez-y, mettez un petit like dans cette vidéo, mettez votre meilleur commentaire pour titiller un petit peu l'algorithme YouTube. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!